Corps corps à corps. Et oui, vous vous rappelez, nous avions reçu lundi Jean-Vincent Chantreau, David Lequintrec de l'Union française des pêcheurs artisans. Et ils sont là de nouveau. Je suis très heureuse de les accueillir. Bonjour Jean-Vincent Chantreau. Bonjour. Et merci d'être avec nous, secrétaire général de l'Union française des pêcheurs artisans. Nous sommes également avec David Lequintrec, donc président de cette Union française des pêcheurs artisans. Bonjour David Lequintrec. Bonjour à tout le monde. Également fondateur du mouvement Pêcheurs en colère. On vous recevait lundi pour parler de cette interdiction de pêche pendant un mois liée, soi-disant, au nom de la cause des dauphins. Évidemment, c'est ce qu'on disait, la cause des dauphins, ça fait pleurer dans les chaumières, et à raison. Donc, on en oublie que nous-mêmes, nous tuons nos pêcheurs à petit feu en leur interdisant de pêcher, et surtout intéressant et à noter, ce sont les pêches traditionnelles, donc les bateaux de pêche à taille limitée qui sont interdits de pêcher, tandis que les grosses pêches industrielles, elles, n'ont rien à craindre. Et ça, c'est intéressant. On en avait déjà parlé. Évidemment, en parlant de l'origine de ces directives, on a compris, en discutant ensemble, que finalement, vous luttiez contre le même mal que les agriculteurs. Et c'est bien de ça dont on veut parler aujourd'hui. C'est pourquoi Tocsin souhaitait réunir deux corporations différentes qui souffrent des mêmes maux et dont la survie est menacée par les mêmes organismes. Donc, je suis très heureuse également de recevoir Patrick Legras. Bonjour Patrick Legras. Bonjour Clémence. Merci d'être avec nous. Vous êtes agriculteur, vous, dans la Somme, et porte-parole de la coordination rurale, président de la coordination rurale des Hauts-de-France. Et pour enfin mieux comprendre et prendre du recul face à tout ça et à ce combat que vous menez tous pour votre survie et donc pour notre survie, nous sommes avec Charles-Henri Gallois. Bonjour Charles-Henri Gallois. Et on va récupérer votre son. En attendant, je vous présente président de Reprenons le contrôle, votre mouvement, et auteur de Les illusions économiques de l'Union européenne aux éditions Fauve, ou encore Nos grands défis du 21e siècle, énergie et immigration. Pour commencer peut-être, je vous passe l'extrait de la vidéo de Patrick Legras. Et pour vous montrer qu'on est vraiment le syndicat qui bouge, on vient d'être contacté par les pêcheurs qui ont eu des blocages de sortie en mer grâce à nos amis des politiques de l'Europe qui en ont rien à foutre. Donc vous voyez, notre mouvement est profond, notre mouvement se dynamise et les gens se rendent compte qu'il faut aller nous chercher pour qu'il y ait un changement important de notre agriculture, aussi bien pour les agriculteurs que pour nos assiettes. Battons-nous, donnez-nous les moyens de nous battre, vous ne serez pas déçus. À bientôt. Patrick Legras, vous avez publié cette vidéo par la même occasion. Nous avons reçu, nous, en recevant Jean-Vincent Chantreau et David Lequintrec, les mêmes volontés d'union, finalement, de ce qu'on pourrait appeler l'agriculture, tout ce qui est la tradition française qui est en train d'être tuée à petit feu et en général par les mêmes politiques dirigistes de la Commission européenne, notamment, et puis évidemment le zèle français qu'on lui connaît. Patrick Legras, vous êtes aujourd'hui conscient de ce mal commun que vous avez? On a un mal commun, mais on commence à décrypter cette volonté politique, en fait, du terme, on va diviser pour régner. On le voit bien là, avec la nouvelle nomination des ministres, où le ministre de l'Agriculture d'un côté, et de l'autre côté, le ministre de la Transition écologie, de la pêche, des forêts, c'est-à-dire qu'on est en train d'écharper et de détruire cette unité nourricière ou agricole qui existe depuis tous les temps. Donc oui, petit à petit, on est en train de déliter. Alors un petit peu, voilà, un petit peu les pêcheurs, un petit peu les agriculteurs, moins les industriels. Oui, on est en train de tout casser, mais c'est vrai que c'est sourd, c'est vicieux. Et bon, il y a des beaux discours, hein, c'est le système politique, mais non, on voit bien que c'est une volonté d'organiser des grosses structures, voilà, de l'industriel, du mondialisme. Donc oui, on va essayer d'être solidaire et le but est là entre ceux qui résistent et ceux qui veulent pas mourir en fait, parce que il y a que ça. Comment voulez-vous vous battre pour un petit pêcheur entre un bateau de 10-15 mètres et puis un bateau industriel qui lui part en mer un mois n'importe où puis qui revient à ses cales pleines? De la même manière, comment voulez-vous vous battre aujourd'hui en France avec un petit céréalier ou un petit éleveur qui a ses 50 bêtes ou bien ses 80-100 hectares
par rapport à ce qui se passe au Brésil, enfin, dans tout ce qui est Mercosur, tout ce qui est Nouvelle-Zélande. On ne sait pas se battre. Donc, comme il n'y a pas de volonté de défendre et de préserver par des lois, je dirais, les petites gens ou la base des habitants français, ben, on va essayer de se défendre ensemble parce que oui, on a le même profil et surtout on a la même guerre à mener, c'est-à-dire ne pas crever. Ouais, malheureusement, on en est là, hein, c'est une guerre de survie. Mais ce que je voudrais aussi que tout le monde comprenne, avant de prendre un petit peu le sujet plus large, évidemment, d'aller vers les pêcheurs, c'est que, encore une fois, c'est la guerre de survie que vous menez, mais qui nous concerne tous. Si les agriculteurs meurent, si les pêcheurs meurent, voilà, cessent de pouvoir faire leur métier, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment, et être rémunérés un minimum pour le travail énorme qu'ils font tous les jours, c'est vraiment toute la France qui meurt. D'abord parce que vous maillez notre territoire, et donc on voit bien que les territoires se meurent quand il n'y a pas d'agriculteurs, et en plus parce que c'est vous qui faites l'énergie et l'alimentation que nous consommons, qui est de qualité, la plus grande qualité qu'on puisse avoir dans le monde, elle vient de nos des agriculteurs ou de nos pêcheurs français, et on est en train de tuer ça pour aller importer au nom de l'écologie, il faut quand même le faire, de la viande passée sous produits chimiques qui nous vient de Nouvelle-Zélande. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre la cohérence, mais voilà, que tout le monde comprenne bien que c'est un sujet qui nous concerne tous. Alors, je me tourne vers Jean-Vincent Chantreau. Jean-Vincent Chantreau, depuis la dernière fois, on a eu cette discussion, puis on s'est dit finalement, il faut qu'on unisse les agriculteurs et les pêcheurs. C'est ce qu'on fait ici en direct, en fait, sur Tocsin, pour que le combat fonctionne mieux. Est-ce que vous aussi, donc, vous avez peut-être pu avancer aussi avec Patrick Legras, mais en tout cas, vous sentez le combat commun que vous avez à mener ensemble? Oui, mais c'est certain que nos problématiques sont communes. Oui. La pêche, aussi bien que l'agriculture aujourd'hui, répond à des obligations qui sont dictées par la Commission européenne, par le Parlement européen, qui nous sont imposées en dehors de la voie démocratique et en dehors de la consultation, hein, qui, comme vous le disiez justement, font vivre nos territoires. Oui. Euh, il y a la politique agricole commune. Nous, on a ce que l'on appelle la PCP, qui est la politique commune de la pêche, qui définit les règles du jeu pour l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, sans prendre en considération les spécificités de nos régions, les spécificités de nos productions, parce que nous exerçons différents métiers entre les chalutiers, les ligneurs, les caseilleurs, etc. Nous avons des procédés et des techniques de pêche qui sont variables. Quand on essaye de passer par le chemin et la voie démocratique, qui est celle de nous rapprocher de nos politiques français, de manière à ce qu'il remonte ce débat au niveau du Parlement européen, qui ensuite doit normalement s'attacher les conseils du comité de l'Europe, hein, on se rend compte que finalement, la Commission européenne prend des décrets de manière arbitraire, sans consultation, sans passer par la voie démocratique et surtout non adaptés aux spécificités de nos régions. Donc, bien évidemment, la problématique, elle est la même. Nous sommes producteurs, nous nourrissons la France, Ouais. nous évitons les importations massives, ou tout au moins nous essayons de les combattre, parce qu'elles se placent en totale distorsion de concurrence avec les produits franco-français. Et aujourd'hui, on est dans le flou le plus total parce que étape par étape, jour après jour, on voit apparaître des décrets qui nous acculent à rester inactifs le long du port. Et là, la plus grande des démonstrations, elle est en train de se passer en ce moment avec cette interdiction pour tous les bateaux supérieurs à 8 mètres de pêcher dans le golfe de Gascogne, soi-disant pour préserver les populations de petits cétacés. Tout ça basé sur des théories scientifiques et sur des interprétations statistiques qui sont totalement erronées.
Oui, ça c'est ce que vous nous aviez déjà expliqué lundi dernier. Alors, David Lecattrey, je vais vous donner la parole, mais d'abord, je voudrais donner la parole à Charles-Henri Gallois. On a entendu, en effet, ils disent tout ça, en fait, on doit lutter contre des directives européennes, des instances européennes et des importations massives. Évidemment, c'est le cœur de votre sujet, Charles-Henri Gallois. Quand vous dites reprenons le contrôle, là, c'est vraiment ça, reprenons le contrôle. Quelles sont les origines de ces mots qui sont ceux de nos pêcheurs traditionnels et de nos agriculteurs aujourd'hui, Charles Gallois? Alors, on a vraiment un problème avec votre son qu'on n'a pas récupéré. Est-ce que vous n'auriez pas coupé de votre côté Non. Alors, on a un problème technique, Charles Gallois. On va vous prendre au téléphone. En attendant, c'est pas grave, je vais prendre David Lequintrec. David Lequintrec, donc, on ne vous a pas encore entendu, vous, pêcheur en colère, président de l'UFPA. Est-ce que vous pouvez revenir sur, à votre avis, les différentes actions communes que vous pourriez avoir avec les agriculteurs? Alors, j'aimerais souligner que le premier trimestre 2024, le 25 janvier, nous étions allés en soutien justement aux agriculteurs à Rennes, Oui. la CR. Donc, j'avais rencontré Madame Le Floch, Monsieur Joseph Martin, Nathalie Posémé. Donc, je les connais, les agriculteurs. On a quand même des liens assez forts entre nous maintenant. Et oui, c'est vrai qu'on a des problématiques qui se rejoignent. Et moi, dès le départ, j'avais dit de toute façon, il faudrait qu'on fasse une convergence des luttes pour la souveraineté alimentaire. Hein. C'est le plus gros sujet qui nous concerne, comment dirais-je, sur beaucoup de problématiques. Bon, également les réglementations à tout va de l'Europe, des réglementations franco-françaises également. Donc, on a vraiment beaucoup à faire ensemble. D'accord. Alors, Charles-Henri Gallois, est-ce que vous... Oui. Oui, ça y est, on vous entend. Parfait. C'est bon, très Oui. bien. Bonjour Clément Suliakova. Alors, oui, vous avez entendu ma question. J'ai entendu la question, alors avant même de revenir sur la problématique fondamentale qui est celle de l'Union européenne, parce qu'on pourra détailler les maux dont souffrent les agriculteurs et les pêcheurs. Quand on tire le fil, on voit qu'à chaque fois, en fait, il y a, en plus des surtranspositions, il y a la question de l'Union européenne. Mais déjà, Oui. je voulais évidemment apporter mon soutien aux agriculteurs et aux pêcheurs qui, comme ça a été dit, qu'est-ce qu'il y a en commun? En fait, ce sont deux professions qui non seulement nourrissent les Français, mais apportent quelque chose qui est fondamental, c'est la souveraineté alimentaire et c'est l'indépendance alimentaire. Pourquoi c'est fondamental? Parce que la souveraineté, ça peut paraître abstrait pour plein de gens, mais concrètement, ça veut dire être maître de ses choix. Parce que quand vous n'êtes pas souverain, si vous êtes dépendant, par exemple, des importations alimentaires d'autres pays, c'est pas compliqué. Si vous avez un conflit, ils peuvent vous couper les vivres. Et dans ces cas-là, vous ne pouvez rien faire, vous devez céder. C'est exactement ce qui s'est passé, vous avez peut-être suivi il y a quelques jours. Vous avez Donald Trump qui met la pression pour récupérer le Groenland. Bien comme le Danemark n'est pas souverain au niveau numérique, et notamment au niveau du cloud, Donald Trump a dit écoutez, de toute façon, si vous ne cédez pas le Groenland, on vous coupera tous les accès et vous serez complètement embêtés. Il s'était passé la même chose quand la France avait dit non à la guerre en Irak. Les catapultes du porte-avions Charles de Gaulle qui étaient fournis par les Américains, pendant des années, les Américains ont refusé de les fournir et de les maintenir. Donc on voit bien que la souveraineté est fondamentale. Et qu'est-ce qu'il y a comme besoin le plus primaire que celui de s'alimenter? Évidemment. Donc évidemment, ça posera un grave problème. Emmanuel Macron, plutôt que de défendre ces deux professions, vous avez vu ces derniers temps, il est plutôt occupé à gérer les modes de paiement des péages ou carrément à définir les tickets d'entrée des musées. Peut-être que demain, on le retrouvera en Dame Pipi au Louvre, mais c'est absolument pathétique. En fait, ce sont des sujets fondamentaux et on a l'impression qu'ils abandonnent le combat. On a l'impression que sur le Mercosur, il n'y a plus rien qui se passe, alors que toutes les problématiques, en fait, sont à l'échelle européenne. Un autre point commun, c'est que la pêche et l'agriculture, ce sont deux compétences, malheureusement, exclusives de l'Union européenne. Or, quels sont les maux dont souffrent? On peut parler d'abord des agriculteurs. Il y a évidemment la problématique des normes qui rendent nos agriculteurs non compétitifs vis-à-vis de la concurrence. Alors, il y a déjà énormément de normes européennes, mais en plus de ça, le gouvernement français a le chic de faire de la surtransposition. Oui. Encore récemment, et contre toutes les promesses, ils ont interdit des insecticides qui sont utilisés partout ailleurs en Europe et qui sont autorisés en Europe. Et donc, en fait, vous donnez un boulet de plus aux Français, déjà que l'Union européenne est un boulet conséquent. Et en plus de ça, l'Union européenne, dans le cadre d'un libre-échange total qui est idéologique, va importer des produits du monde entier qui ne respectent pas en fait les mêmes normes que l'Union européenne impose à nos agriculteurs. Dans ces conditions, c'est simple, c'est la mort annoncée des agriculteurs parce que
vous ne pourrez pas lutter. Ça a été dit par Monsieur Legras dans le cadre de l'élevage, par exemple, s'il y a le Mercosur, évidemment que le prix de revient d'un bœuf ou d'un poulet au Brésil ou en Argentine, il est 4 fois inférieur à celui des productions françaises. Dans ces conditions, et si vous ouvrez complètement le marché, même si pour le moment ils prétendent qu'il y aura un système de quotas, bien vous ne pourrez pas lutter. En fait, vous allez mettre à la mort tous nos éleveurs. Pour la pêche, c'est la même chose. La pêche souffre des normes. Vous avez vu ce qui est passé, vous en avez parlé il y a quelques jours dans le golfe de Gascogne. Vous avez l'Union européenne même qui a interdit une flotte de bateaux qui venaient d'être produites, finalement d'être mis en service. Et vous avez la problématique aussi post-Brexit, où beaucoup aimaient en fait accuser les Britanniques, parce que forcément les Britanniques ayant repris le contrôle de leurs eaux territoriales, ben, ils gardent les poissons pour eux. Sauf que la problématique en fait, c'est qu'en France, les eaux territoriales 100% françaises seraient largement suffisantes pour la pêche française. Mais vous avez à contrario des énormes chalutiers qui nous viennent des Pays-Bas, qui nous viennent du Danemark, qui vont pêcher en fait dans les eaux territoriales françaises. Donc en fait, il n'y aurait pas de problématique si la France avait repris le contrôle de ses eaux territoriales et si la France n'imposait pas les normes et le matraquage normatif complètement stupide que fait l'Union européenne pour nos pêcheurs. Charles-Henri Gallois, j'ai quand même une question avant de redonner la parole justement aux acteurs de ce combat et à ceux qui nous nourrissent tous les jours, que ce soit les agriculteurs ou les pêcheurs. On comprend que les décisions viennent de la Commission européenne, puis sur zèle évidemment français, et on voit les conséquences, c'est-à-dire l'asphyxie et la mort progressive de la pêche ou de l'agriculture traditionnelle. Mais est-ce que c'est un objectif pour cette Commission européenne, pour cette idéologie, que de détruire cette pêche ou cette agriculture traditionnelle, ou est-ce que c'est par voie de conséquence je veux dire, là, on a, à chaque fois qu'on se penche sur le sujet, on a l'impression finalement qu'on voudrait le faire exprès, ce serait pas mieux fait. Bien sûr, mais en fait, je pense pour répondre, il y a un petit peu des deux. Il y a une question idéologique, qui est celle évidemment, notamment du pacte vert, du programme de la ferme à la fourchette, en fait, qui dans une idéologie écologiste, quasiment millénariste, en fait, ils veulent imposer des normes complètement folles et dans une échéance qui est beaucoup trop brève à nos producteurs. Ça, c'est le premier point qui est celui idéologique. Après, il y a la voie de conséquence, mais qui est aussi choisie, c'est-à-dire dans le cadre des accords de libre-échange, à chaque fois, l'Union européenne, vous savez que c'est un commissaire européen qui va négocier pour les 27 pays, c'est ce qui s'est passé notamment avec le Mercosur. Ce commissaire européen, à chaque fois, il va sacrifier les pêcheurs, les agriculteurs au profit de l'industrie allemande. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez l'excédent commercial de l'Union européenne, c'est essentiellement l'industrie allemande. Donc en fait, la France n'a absolument rien à gagner là-dedans, et malheureusement, à chaque fois, ce sont nos agriculteurs ou nos pêcheurs qui paient les pots cassés, évidemment. Ce n'est pas admissible, et c'est pour ça qu'il faut se battre. J'avais dit d'ailleurs, au moment de la signature par Ursula von der Leyen, qu'il fallait, comme la France en fait n'avait plus au chapitre, l'accord peut être ratifié. Oui, ça a été rappelé, exactement. Ça a été rappelé par Lula. Ouais. Voilà, Lula l'a dit, de toute façon on s'en fiche de la vie de la France. Oui. J'avais dit, et d'ailleurs j'ai vu que Jordan Bardella l'avait aussi repris, qu'il fallait dans ces cas-là tout simplement arrêter la contribution française au budget de l'Union européenne, et on va voir s'ils ratifieront l'accord. Ouais. Oui, voilà, mais sauf qu'on le fait pas. Bien sûr, c'est pas Emmanuel Macron qui va le faire, malheureusement. C'est une très bonne excuse que de dire c'est à cause de l'Europe. Alors maintenant, on a compris les mots, on a compris l'origine des mots, peut-être aussi l'idéologie sous-jacente. Maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut faire, et c'est un peu pour ça qu'on vous unit aujourd'hui, tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver l'agriculture traditionnelle française, sauver la pêche traditionnelle. D'abord, dans l'action, on a envie de dire, les manifestations, les agriculteurs, est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisageable avec les pêcheurs? Là, c'est un peu plus original parce que, évidemment, les pêcheurs, on a l'habitude de les voir plutôt en mer. Je ne sais pas, Jean-Vincent Chantreau, vous avez réfléchi peut-être à des actions communes avec les agriculteurs et comment ça peut se passer aujourd'hui pour que ce soit visible, ou alors, je ne sais pas, qu'avez-vous envisagé comme action pour vous faire entendre? Alors, si vous permettez, je vais juste revenir sur un point qui a été évoqué précédemment très rapidement, parce que le système est encore plus pernicieux que cela. Allez-y. En France, dans le secteur de la pêche, vous avez deux types d'activités, la pêche industrielle et la pêche artisanale. Ouais. Or, la pêche industrielle française, aujourd'hui, a pour actionnariat unique
des sociétés et des actionnaires néerlandais dans des sociétés bien enregistrées en France. Mais quel est l'impact? C'est qu'en fait, la plus-value ne revient pas en France. Le bénéfice de cette activité, le bénéfice économique, part directement aux Pays-Bas, Mmh. qui fait que la France va donner des quotas de pêche à des sociétés françaises, mais dont les bénéficiaires économiques sont néerlandais. Mmh. Et c'est la même chose en Angleterre. Alors, pour revenir à votre question, quelles actions communes on peut évidemment envisager avec nos amis agriculteurs? On l'a vu, les actions de force, faire des barrages sur les routes, des manifestations, bah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on a en face de nous un État policier, un État qui s'oppose à toute expression d'un mouvement de colère dans la rue. Même nos amis agriculteurs se font aujourd'hui arrêter et taxer parce qu'ils font l'affront de porter un bonnet jaune. Eh ben, Ouais. nous allons aussi porter un bonnet bleu, pourquoi pas. Mais toujours est-il qu'il faut aujourd'hui se regrouper et faire des actions qui sensibilisent le grand public. Il faut que le grand public soit informé, parce que malheureusement, la plus grande majorité des organes de presse ne font que diffuser le message que le gouvernement veut bien entendre, que nos élus politiques veulent bien entendre. Ouais. Et entre autres démonstrations, eh bien, nous avons déjà évoqué hier avec M. Legras la possibilité de coparticiper avec lui et avec la coordination rurale à plusieurs actions, entre autres d'être présent au Salon de l'agriculture, parce que c'est en effet un endroit où on peut toucher le grand public, où on peut le sensibiliser. Nous prévoyons aussi d'organiser sur Paris ou sur des grandes villes des marchés éphémères de manière à pouvoir promouvoir nos produits et à ce que les consommateurs rentrent directement en contact avec les producteurs et qu'enfin un dialogue s'établisse et que des vérités soient dites. Informer le grand public et le sensibiliser, c'est quelque chose de primordial parce que les consommateurs sont aussi des électeurs. Oui, oui, en fait, d'après ce que vous dites, finalement, les barrages, les manifestations, tout ce qui a été fait par la coordination rurale jusqu'à maintenant n'a pas encore donné, ça c'est sûr, raison à ces agriculteurs, malheureusement. Et donc, vous voulez sensibiliser le grand public en passant par le salon de l'agriculture ou même en faisant des marchés ouverts qui permettraient de discuter avec la population. Mais ça, c'est tellement du goutte à goutte, on a envie de dire. Ça, on se dit que ça va pas aller très vite pour renverser la table. C'est du goutte à goutte, c'est certain, mais si vous voulez, à partir du moment où un tracteur n'a pas le droit de mettre un quart de pneu sur le périphérique, nous, c'est pas facile avec nos bateaux de Ouais. venir boucher la Seine ou de remonter jusqu'à la place de la Concorde. Les actions de force, les pêcheurs en ont fait, malheureusement parfois avec beaucoup d'excès, mais des manifestations à Rennes, à Paris, à Brest, à Nantes et ailleurs ont été entreprises par les pêcheurs artisans qui voulaient faire connaître leur position. Et à chaque fois, on s'est heurté à, bien évidemment, l'opposition du pouvoir public, mais dans l'esprit des gens aussi, le message n'est pas forcément clair. C'est-à-dire que quand les routes sont bloquées ou quand les ports sont bloqués ou autres, on vient en effet déranger le grand public et une partie de ce grand public va préférer, comme vous le disiez en introduction, pleurer sur la survie des dauphins, parce que le skipper, bah, c'est un animal très gentil et bien sympathique, mais il faut aussi savoir s'opposer. Alors s'opposer, il y a encore une troisième manière de le faire, c'est sur le plan légal, sur le plan législatif, c'est de faire en sorte de produire des recours devant le Conseil d'État de manière à contester des décisions qui sont jugées non conformes avec les lois françaises Ouais. et les lois européennes. Et ça, on en a de multiples exemples. Après, bah, le nerf de la guerre, c'est le financement, bien évidemment. Vous savez qu'en France, le financement de la pêche est normalement assuré par des cotisations qui sont payées par les pêcheurs, les CPO, les contributions professionnelles obligatoires. Mais très récemment, le Comité national des pêches, qui est l'équivalent de la FDSEA, les comités régionaux, les comités départementaux, les communes littorales reçoivent des millions et des millions d'euros par an de la taxe éolienne. Alors, si vous voyez
comment ça se passe, c'est que on vient nous imposer en face de nos façades maritimes, sur nos sites traditionnels de pêche, des interdictions d'exploiter. Mm. On nous refoule au large, on nous refoule à bâbord et à tribord, en nous interdisant de pêcher dans ces parcs éoliens offshore. Ce parc éolien offshore génère des taxes perçues par un fonds géré par l'État, qui le redistribue à un comité national des pêches qui ne défend pas la pêche artisanale, qui Ouais. est la seule et la première impactée. Ouais. Et je précise, mais je l'ai déjà dit la dernière fois, que concernant les éoliennes en mer, il y a beaucoup de choses à dire, mais notamment, puisqu'on parle de la défense des dauphins, que si on s'intéressait vraiment à l'intérêt des dauphins, on mettrait peut-être pas des éoliennes en mer, parce que ça brouille, et ça a été prouvé maintenant, ça génère véritablement un trouble de ces cétacés. Alors, je continue le tour de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, comment on passe à l'action. Rapidement, David Lequintrec pour les pêcheurs, Patrick Legras, et puis Charles-Henri Gallois, évidemment, l'option politique. Mais d'abord, David Lequintrec. Alors moi, les actions, je serais un peu plus radical que Jean-Vincent. Déjà, moi, je pense qu'il faudrait déjà, comment dirais-je, faire démissionner déjà tous nos politiques qui ne vont pas du tout comment dirais-je, à l'intérêt général de la France. Ils vont justement, ils font l'inverse. Ils sont en train de détruire l'agriculture, ils sont en train de détruire la pêche artisanale. Nous, devant nous, on a toujours des beaux discours. C'est tout, c'est des doubles discours. On les entend depuis des années et des années et des années. On en a ras-le-bol. Alors, quand on rencontre des politiques en France, des députés ou des sénateurs, ils vont vous dire « Ah ouais, mais c'est la faute de l'Europe, c'est la faute des décisionnaires de Bruxelles. » Alors, quand on rencontre des gens, des députés européens qui sont à Bruxelles, ils vont te dire « Ah bah ouais, mais c'est la faute des députés français qui votent les lois. » Ouais. Donc, forcément, au bout d'un moment, il faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons, tout simplement. Donc, moi, je pense, à l'heure actuelle, j'ai toujours été pro-européen, mais là, plus ça va, plus j'estime que l'Europe ne contribue plus du tout à défendre les intérêts de la souveraineté alimentaire du pays. Donc, pour moi, je suis arrivé à conclure une chose, c'est qu'il faut sortir de l'Europe. Ou bien alors, on reconstruit l'Europe, mais d'une autre manière, en fonction, justement, des problématiques des chacun, des pêcheurs de chaque pays européen, tout simplement. Ouais, sortir de l'Europe, mais on l'a vu, même nos politiques français ne souhaitent pas défendre notre agriculture et nos pêcheurs. Il y a aussi un problème là, c'est pas que l'Europe. Il y a un double Il n'y a problème. pas que l'Europe, non, c'est parce qu'il n'y a plus aucune volonté de l'État français de défendre les métiers qui sont, comment dire, qui contribuent à la souveraineté alimentaire du pays. Ouais. On parle du Mercosur, mais nous, le Mercosur, à vrai dire, il n'a jamais été signé, mais on le subit de plein fouet maintenant depuis quelques années. Ouais, bien le sûr. poisson d'importation qui vient de n'importe où, qui n'ont pas été soumis aux mêmes réglementations que nous, ça c'est tous les jours, sur les étals des poissonniers, il n'y a même aucune traçabilité sur certaines étals. Donc le consommateur va aller acheter du poisson sur des étals de poissonniers ou acheter chez les marailleurs, à vrai dire, certains, ils ne mettent aucune étiquette pour dire d'où vient le poisson. Ils vont très bien dire, bah non, c'est du poisson qui a été pêché par des artisans, alors qu'il vient du Pérou ou du Brésil ou de Chine, j'en sais rien. Donc, il y a tromperie sur toute la filière, c'est comme ça. Il y a même nos représentants professionnels, il faut le souligner aussi, qui sont là normalement pour défendre nos intérêts. Ils ne défendent plus du tout. Ils défendent les intérêts de l'État, les intérêts de la Commission européenne, tout simplement. Donc, ils sont juste là pour faire passer la pommade aux pêcheurs, qui sont des petits moutons bien gentils dans un enclos, et puis ils passent la pommade, et puis tout passe comme une lettre à la poste. Donc, vous voyez, alors, moi, je pense que tous ces gens-là, il faut les jarter, c'est tout. Alors, Charles-Henri Gallois, je vais vous demander de répondre quand même, là, puisqu'il s'agit de politique, et puis de quitter l'Europe, un sujet que vous connaissez bien. Qu'est-ce que vous répondez ici à David Lequintrec ? Le sujet, il est évidemment politique, et moi je comprends la colère, parce que tous les politiques et tous les partis successifs au pouvoir, effectivement, ont beaucoup parlé, ont fait des promesses, mais n'ont pas agi. Et il serait temps d'agir. La première action, en fait, qu'il faut faire, et qu'on peut faire au niveau national, c'était d'ailleurs un engagement de Gabriel Attal qui n'a pas été tenu, c'est d'arrêter, non seulement d'arrêter un moratoire sur toutes les surtranspositions, mais également carrément de supprimer toutes les surtranspositions, parce que ça rend nos agriculteurs et nos pêcheurs dans une situation de concurrence déloyale au sein même de l'Union européenne. Donc c'est complètement délirant. Ensuite, il y a évidemment, comme c'est au niveau européen, un bras de fer qu'il faut faire avec Bruxelles. J'évoquais le fait d'arrêter de payer la contribution, parce que la France, vous le savez, on vous dit souvent les agriculteurs reçoivent beaucoup d'argent de l'Union européenne à travers la PAC. Oui, sauf que la France est un contributeur net au budget de l'Union européenne. On paye bon an, mal an, en moyenne, sur les 3 dernières années, c'est environ 10 milliards en net.
vous arrêtez la contribution, croyez-moi, Bruxelles va commencer à aller à la table de négociation et de parler. Et je pense qu'évidemment, il faut arrêter tous les accords de libre-échange et bloquer notamment celui du Mercosur, mais on peut aller plus loin. C'est-à-dire que dans un bras de fer et dans tout le processus qu'il faut faire en fait pour récupérer notre souveraineté, notamment alimentaire, mais pas que, énergétique, migratoire, etc., on pourrait négocier tout simplement avec la menace notamment financière d'avoir une exception de l'agriculture de tous les accords de libre-échange, en fait, pour sortir l'agriculture des accords de libre-échange, parce qu'on considère que c'est un produit essentiel justement à la souveraineté, à l'indépendance alimentaire de la France. Et on considère qu'au-delà de ça, ça fait aussi partie du patrimoine culturel français, et vous l'avez dit, du maintien des paysages, de la ruralité et de nos campagnes. Donc je pense qu'il y a vraiment deux étapes. La première, arrêter tout sur transposition, et après se battre déjà pour qu'il y ait moins de normes. C'était la demande notamment faite par Jordan Bardella de suspension du pacte vert de l'Union européenne, mais aussi de sortir justement l'agriculture et la pêche des accords de libre-échange. Ouais. Alors, je me tourne vers vous, Patrick Legras. Quelles actions véritablement maintenant peuvent être menées en coordination, que ce soit politique ou justement physique, comme vous l'avez déjà fait jusqu'à maintenant? Vous avez entendu ce qu'ont dit notamment Jean-Vincent Chantron en disant mais est-ce que aller dans les rues ça sert, est-ce que mettre des tracteurs et bloquer ça sert encore à quelque chose? D'abord, Clémence, tous vos intervenants sont totalement pertinents à la fois dans leur approche et dans l'état de fait ou l'état des lieux de notre agriculture et de notre pêche. Et bon, il faut savoir quand même, je vais prendre exprès un terme approprié, tout ce qui est fait ou tout ce qui a pu être fait contre le monde agricole est fait en sous-marin. C'est-à-dire que, comme on a pu l'entendre, il n'y a aucun acteur qui est convié aux prises de décision, si ce n'est, c'est pas moi qui l'ai dit, mais les caïds que peuvent être, bon, nous, ces derniers jours de notre campagne électorale, que peuvent l'être les responsables de très grands syndicats ou de très grands groupes. Et à côté, le pauvre agriculteur ou le pauvre pêcheur, il est mis devant le fait accompli. Alors évidemment, on va dire que bon, c'est dramatique, c'est embêtant, mais on va trouver des solutions. C'est-à-dire le discours reste le même depuis des années, pour pas dire des dizaines d'années. Mais en fait, on n'existe plus déjà pour la société. Les petits, les gens de la base, nos racines, ça n'existe plus. On est dans une européanisation déjà, mais on vise la mondialisation. Donc, il faut être clair, on doit crever en silence. Alors, on ne va pas vous le dire, on va nous expliquer. Ce soir, je dois être reçu par un conseiller de l'Élysée, je referai part, mais on me dira oui, on va regarder, on va essayer de faire quelque chose, mais le discours, il est bien rodé. Oui. Alors, sur les actions, c'est vrai Parce qu'on que en a justement, parlé, si le discours est bien rodé, en fait, au bout d'un moment, vous savez que vous faites balader, pardon de le dire vulgairement, mais donc, Oui. donc c'est quoi l'étape d'après? Parce que se faire balader, ça fait longtemps. Et là, il y a mais peine de mort. Oui, allez-y. les pêcheurs, un peu moins les agriculteurs, mais il faut que l'on crée un électrochoc. L'électrochoc, il peut se faire qu'avec les consommateurs. C'est pour ça, bon, sous réserve de l'accord avec ma présidente, hein, c'est ce que j'ai proposé, qu'il y ait des pêcheurs qui viennent, qui expliquent sur notre stand, parce qu'ils ont encore moins de moyens qu'on peut l'être, puisqu'ils sont peu représentés, il n'y a aucun problème. Mais cet électrochoc, il doit être général. Il est Oui. relayé par les réseaux comme vous pouvez l'être, mais nous, on est là, on est des déclencheurs. On ne représente pas suffisamment de monde pour mettre en place une révolte. Bon, ce qui est certain, parce que là, ce que l'on a déjà annoncé, le Salon de l'agriculture, on nous a promis de différentes manières que la crise agricole serait bien avancée, on n'a pas dit réglée, mais pour le Salon. Permettez-moi, lorsque je vois les débats qu'il y a pu y avoir hier avec le Premier ministre, de craindre que ce ne soit pas le cas. Et comme on avait pu dire, on voulait que la crise agricole soit réglée avant les problèmes politiques. Et encore une fois, on va se faire balader. Ouais. Sauf que Ouais. depuis un an, ça boue. Et je pense qu'au niveau, à partir du 22 février, ça va exploser, tout au moins au niveau agricole. Parce que là, il y aura plus ce qu'on nous reproche en permanence d'élections. Les responsables syndicaux ne pourront plus tenir les chiens. Quand je dis les chiens, parce qu'on est considéré comme ça, c'est-à-dire tais-toi, reste là, fais pas ça. Aujourd'hui, on a énormément d'agriculteurs qui disent on a une pression, mais je peux vous dire qu'après les élections, ces gens-là vont dire écoutez, d'accord ou pas d'accord, on n'en a rien à foutre, et s'il faut aller
bloquer Paris à partir de la semaine de l'agricole, on ne va pas se gêner. Donc, je pense que tout doucement, ça monte. Comme on a pu dire, on a sorti les blindés pour l'agriculture. On va certainement sortir les gendarmes si demain, ou les policiers, si demain les pêcheurs veulent aller en mer. Bon, on m'a expliqué qu'il y avait même des caméras dans les bateaux. Mais où va-t-on? Et tous ces systèmes n'ont pas été mis en place par les agriculteurs ou les pêcheurs. On nous l'a imposé. Donc, c'est un peu comme je disais, les chiens, à force de dire tais-toi, couche là, ou même prendre des coups de bâton, il y a un moment, ça va se révolter. Et c'est une réaction naturelle. C'est-à-dire que, comme on a toujours dit, on ne va pas se crever et on ne va pas se laisser mourir en silence. Alors évidemment, on est la profession où il y a le plus de suicides, mais on en a ras-le-bol. Donc, on discute, on discutera jusqu'au bout, mais le jusqu'au bout, au bout d'un moment, eh ben, il faudra qu'on fasse des actions totalement différentes. On a déjà commencé. Après, ce qu'on a besoin, c'est de soutien et de travailler et de se battre ensemble. Et je pense que c'est en train de se faire. Et comme dit le terme, la mayonnaise, tout doucement, elle est en train de prendre. Ouais, bah, il est temps qu'elle prenne. On est de tout cœur avec vous. On a vu que ce déclencheur se passe, mais en fait, on se dit comment? Parce que vraiment, à chaque fois, on se dit cette fois-ci, il va y avoir un déclic. Est-ce que c'est aussi de la faute de la population française qui est habituée maintenant à être un peu dans son confort, qui vous suit peut-être parfois sur les réseaux, mais même pas. En fait, tout le monde n'est pas au courant de ce qui se passe. Il y a aussi ça, hein, mais bon. Alors, David Le Cotteret, je vous voyais hocher de la tête, donc je vais vous donner la parole en premier. Charles-Henri Gallois pour le politique, et puis on va finir par Jean-Vincent Chantreau. David Le Cotteret. Bah, moi, je rejoins entièrement Monsieur Legros dans ce qu'il vient de dire. De toute façon, au bout d'un moment, moi, j'ai toujours prôné le dialogue. Nos politiques, c'est constamment ce discours-là avec nous. Ils prônent le dialogue, mais ce qu'il y a, c'est que le dialogue ne va que dans un sens avec eux. Donc, nous, avec l'UFPA, on essaye depuis un moment de rencontrer Madame Pannier-Runacher. C'est lettres mortes, c'est portes fermées, et pourtant il y a du monde derrière pour qui la sollicite justement pour nous rencontrer. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, bah, on a bien compris que le pêcheur artisan devant elle, bon, bah, elle a peut-être pas envie de nous parler tout simplement. Elle a plus envie de parler avec nos représentants professionnels qui ne nous représentent plus. Mais au bout d'un moment, parler, ça rime plus à rien. Au bout d'un moment, quand il n'y a plus de dialogue, bon, bah, on va aller au clash et puis c'est tout. De toute façon, moi, je ne vois plus aucune issue de dialogue, vu qu'on ne vient pas vers nous. On n'est jamais concerté sur les décisions qui sont prises. Donc, au bout d'un moment, ben, comme dit M. Legras, bon, ben, il y aura peut-être d'autres moyens de se faire entendre, mais ça sera peut-être un peu plus violent, tout simplement. Donc, voilà. Ouais, mais le clash, est-ce que c'est pour. Parce qu'on a vu la dernière fois que les agriculteurs, on a suivi ça en direct, qu'ils finissent tous en garde à vue. Et qu'est-ce que ça a changé? Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait. Voilà. Donc, il faudrait faire un appel. Parce qu'il n'y a pas que dans l'agriculture et dans la pêche que ça va mal. Mais oui. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de fermer la porte. Record de. Oui, record de. Oui. Voilà. Donc, je pense à un moment donné qu'il va falloir sonner le glas et faire comment dirais-je, demander à la population de montrer des dents à un moment donné. Tout le monde est en train de crever en France, pour ainsi dire, pour une bonne partie de la population française. Tout le monde est en train de pleurer dans son coin, à chouiner. Mais c'est pas comme ça qu'on va réussir à se défendre. Les politiques ont bien compris qu'en divisant la population, ils arriveraient d'une manière ou d'une autre à contrôler tout le monde. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter quoi, de subir toutes ces lois, tout simplement. On ne peut plus continuer comme ça. Donc au bout d'un moment, il va falloir sonner le glas, tout le monde dans la rue, et puis on renverse tous ces politiques-là. Ce sont eux qui sont en train de nous faire crever. Donc ils sont une poignée, ils sont une minorité à décider pour nous. Mais je suis désolé, moi je vais pas voter pour des gens qui décident de droit ou de vie ou de mort sous tel ou tel métier. Ouais. Je suis désolé. On voit tout l'argent qui est dépensé, des millions qui partent en fumée à droite à gauche, qui sont dépensés inutilement. Alors il y en a plein qui sont en train de crever de faim. C'est comme nous à la pêche. On est soumis, on nous traite de destructeurs dans la mer. On est soumis à des quotas. Donc ça veut dire que quand nos quotas sont finis, on est obligé de rebalancer à la mer des tonnes et des tonnes et des centaines de tonnes à l'année de poissons. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Bah non. Alors il y a des gens qui crèvent. Oui. Non. Et ça, le public ne le sait pas. Oui, il y a beaucoup de choses qui est cachée. Pourquoi? Bah pour pas justement qu'il y a une révolte derrière. Mais moi, je suis arrivé à un moment donné où je me dis que la soupape, bah, elle va exploser dans pas longtemps, de toute façon. Et il faudra bien que tout le monde se pose les bonnes questions, que si on ne fait rien, de toute façon, c'est la mort assurée, quoi. C'est la mort assurée. Charles-Henri Gallois. C'est sûr que Agnès Pannier-Runacher elle est plus efficace pour faire de l'éolien en mer qui saccage nos côtes que pour aider les pêcheurs. Mais en fait, ce qu'il faut craindre, et ça a été un peu dit, c'est-à-dire que
c'est une mort à petit feu. Et en fait, la mort à petit feu ne sera pas évitée si on ne règle pas les problèmes structurels que sont les normes et que sont le libre-échange total pour l'agriculture et la pêche. Moi, ce que je crains, c'est qu'il se passe comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils achètent la paix temporaire, mais que ça ne réglera rien, c'est-à-dire de faire des aides, exactement comme Gabriel Attal qui avait promis 200 millions d'aides, exactement comme Ouais. les aides qui ont été évoquées sur des taxes que payent les Français, de taxes éoliennes qui sont reversées à des organisations de pêche. J'ai peur qu'ils essayent, comme d'habitude, n'ayant pas le courage d'affronter l'Union européenne, qu'ils essayent justement d'acheter la paix sociale comme Ouais. ça à court terme, mais que les problèmes structurels ne soient pas Évidemment. réglés. Et si ces problèmes ne sont pas réglés, en fait, ça ne changera rien. C'est-à-dire que vous aurez une mort annoncée à petit feu, programmée de nos agriculteurs et de nos pêcheurs. Et ça, évidemment, c'est pas admissible. Il faut sensibiliser les populations, mais la solution, de toute façon, ne sera que politique. Il faut mettre au pouvoir un gouvernement, un parti qui sera en mesure d'affronter Bruxelles. Et à l'heure actuelle, qu'on le veuille ou non, il n'y a que le Rassemblement national qui peut renverser la Macronie. Et ça passera par là pour protéger nos agriculteurs et nos pêcheurs. Ouais, bah, ça, sur le Rassemblement national, c'est vrai que parfois on se demande aussi s'ils auront les muscles pour s'opposer à l'Union européenne, à Bruxelles. Parce que parfois, dans leur discours un peu plus lisse, on se demande si finalement il y reste encore véritable parti d'opposition. Mais ça fait partie des questions que tout le monde doit se poser. Et aujourd'hui, en effet, on entend votre parole, Charles Gallois, sur le sujet. Jean-Vincent Chantreau, pour finir. Votre mot de la fin. J'ai l'impression d'avoir vu un peu d'émotion dans vos yeux quand monsieur Le Quintrec ou Patrick Legras parlait. Alors écoutez, bon, je suis entièrement en phase avec tout ce qui a été dit. Je voudrais revenir sur 2 points, dont un qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent. Alors le premier point, c'est l'aspect purement économique. Aujourd'hui, dans le secteur de la pêche, dans le domaine de la pêche, les comités nationaux, les comités régionaux, les comités départementaux, tous ces gens qui nous dirigent depuis leur bureau peuvent très bien vivre sans les pêcheurs. Parce qu'avec tout l'argent qu'ils vont percevoir par la taxe éolienne, ils peuvent s'acheter des bureaux magnifiques sur les grands boulevards parisiens, continuer d'embaucher des chargés de mission qui font pas grand-chose et continuer à vivre sans qu'il n'y ait plus un seul bateau qui aille en mer. Maintenant, le point important qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent, c'est celui de l'écologie. Et des écologistes et des ONG qui représentent des lobbies énormes au niveau de l'Union européenne et au niveau de l'État français. Ouais. Et aujourd'hui, ce sont eux qui sont à l'origine de ces prises de décision de nos politiques, parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de dégradation de l'environnement. Tout de suite, on nous met sur la table la problématique du réchauffement climatique. On nous dit qu'on n'est pas gentil d'aller massacrer les dauphins, alors que c'est faux. Vous savez même que certains mouvements écologistes aujourd'hui vont porter plainte contre des gens qui font cuire leurs tourteaux ou leurs homards en les plongeant dans l'eau bouillante parce que ça les fait souffrir. Il y a des mouvements écologistes qui aujourd'hui veulent interdire la pêche à la ligne de nos retraités dans les cours d'eau parce que ça fait souffrir les poissons. Donc, il y en a même qui vont encore plus loin en disant qu'il faudrait parquer les humains dans des eaux et redonner à la nature son pouvoir de gouvernance. Ouais. Donc, on arrive à des extrêmes. On a essayé de dialoguer avec ces ONG pour essayer de trouver des consensus, mais ils sont dans l'extrême, alors que nous n'y sommes pas encore. Oui, bien sûr. Alors, comme disait David Le Quintrec, et comme le disait M. Legras, eh bien, il y a un moment où Ça va éclater. ça va éclater, où ça va déborder. Parce que quand vous avez votre enfant qui rentre de l'école en larmes, pour la bonne et simple raison que ses petits copains à l'école lui disent « Ah, ton père, il est pêcheur, c'est lui qui va massacrer les dauphins en mer, eh ben, on ne veut plus te parler. » Eh ben, ce petit gamin, il rentre chez lui, il va voir son père en larmes et il lui dit « Papa, arrête la pêche parce que tu tues Flipper. » Ouais. Ça a des incidences économiques, bien évidemment, ça a des incidences sociales parce qu'il y a toutes les entreprises de la filière en amont et en aval qui souffrent de ces problématiques.
mais ça a des conséquences sociétales énormes. Évidemment. Et ça, Merci. Ouais. Tentant de remettre une vérité, c'est que si certains veulent défendre le vivant, comme on dit, c'est de considérer que l'être humain fait aussi partie du vivant. Oui, oui, c'est-à-dire que c'est très bien de défendre les poissons, mais peut-être commençons par défendre les hommes malgré tout. C'est pas si mal. Merci beaucoup à tous. Et Charles-Henri Gallois, espérons, comme vous le disiez, que peut-être la politique et le politique puissent permettre de sauver cette situation. En tout cas, on a compris que c'est dramatique. Et il faut sonner le glas, ou pourquoi pas le tocsin, comme vous disiez, David Lequintrec, tout à l'heure. Et tocsin est là pour ça. Merci encore Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale. Merci Jean-Vincent Chantreau, secrétaire général de l'Union française des pêcheurs artisans. Merci David Lequintrec, président de l'UFPA. Et merci à vous, Charles-Henri Gallois, président de Reprenons le contrôle et auteur des illusions économiques de l'Union européenne, ou encore Nos grands défis du 21e siècle, énergie et immigration. Merci à tous.